Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Opération déminage pour Emmanuel Macron. Après avoir mis le feu aux poudres avec un projet flou de labellisation des médias d'information dont il voulait confier les rênes à Reporters sans frontières, après la publication sur les réseaux sociaux de l'Élysée lundi soir d'une vidéo polémique ciblant CNews et plusieurs personnalités politiques de droite qui s'opposaient à ce label, eh bien le chef de l'État tente désormais d'éteindre la polémique. Hier, plusieurs membres du gouvernement ont joué les pompiers, Arthur Delaborde. Accusé de vouloir contrôler l'information, Emmanuel Macron l'assure, il n'a jamais envisagé un label d'État pour classer les médias. Au micro de Laurence Ferrari dans Punchline, la ministre de la Culture, Rachida Dati, tente aussi d'éteindre l'incendie. Le président de la République ou le gouvernement n'a jamais dit que nous allions créer un label. Jamais il a dit qu'il fallait un label d'État ou un label tout court à l'initiative du gouvernement. Une mise au point jugée indispensable à l'Élysée où l'on estime que les accusations de dérive totalitaire reposent sur une fausse information caractérisée. Un proche du président se dit même attristé de voir certains responsables comme Bruno Retailleau lancer une pétition contre quelque chose qui n'existe pas. Il reste que depuis 2018, Emmanuel Macron défend bien l'idée d'une labellisation faite par des professionnels. Il s'inspire de la certification portée par Reporters sans frontières, une ONG marquée à gauche dont l'étude visant CNews pour manque de pluralisme a été formellement démentie par l'Arcom la semaine dernière. Et pour beaucoup, cette idée de labellisation ne ferait qu'ajouter de la méfiance, là où il faudrait enfin restaurer la confiance. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Cette information Europe 1 à présent. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, dépose plainte après la mise en vente du jeu Fashorama. Un jeu de 7 familles vendu dans plusieurs grands magasins qui stigmatise la droite française, ciblant directement des personnalités publiques, mais aussi l'institution policière, Jean-Baptiste Marty. Dans la famille populiste, demandait l'héritière. Sur la carte, un croquis d'une femme blonde, caricature grossière de Marine Le Pen. On y trouve aussi les familles fachosphères, On est chez nous, ou encore Ils sont partout. Certains journalistes sont clairement représentés. D'ailleurs, sur la boîte du jeu, on devine le logo rouge et noir de CNews. Enfin, une famille fait particulièrement polémique, celle intitulée Flic raciste. Parmi les cartes, on retrouve celle d'un policier de la BAC, décrit comme adepte des contrôles aux faciès, destructeur de camps de migrants, ou encore faisant du zèle dans ses missions. Une insulte pour Éric Henry, délégué national Alliance Police Nationale. C'est une atteinte claire et nette à la dignité des policiers. C'est diffamant, c'est un amalgame nauséabond. Ces propos, même présentés sous couvert d'humour, contribuent à nourrir un climat de dénigrement et de discrédit envers les femmes et les hommes de la police nationale. Sorti début novembre, le jeu est en vente dans certains grands magasins français, en boutique mais aussi en ligne. Les policiers demandent son retrait immédiat. À l'origine du jeu, la Horde, un collectif antifa, anti-police, proche du groupuscule d'extrême gauche de la Jeune Garde, dissous en juin dernier par l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. C'est un détenu serein, ni aigri ni en colère et bien traité. Les mots ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France de l'archevêque d'Alger qui a pu rendre visite à Christophe Glaise. Le procès en appel du journaliste français se tient ce matin à 9h à Tizi Ouzou en Algérie. En juin dernier, il a été condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme parce qu'il avait interviewé pour un reportage sportif un dirigeant de club de foot, également responsable d'un mouvement indépendantiste classé terroriste par les autorités locales. Charles Bouchin, près de 3 semaines après la grâce de Boualem Sansal, lui aussi détenu en Algérie, les avocats du journaliste espèrent cette fois une issue favorable. Oui, l'entourage de Christophe Glaise croit à une libération prochaine, mais souhaite rester prudent. Son avocat Emmanuel Daoud se dit en tout cas optimiste. Il y a des éléments dans le dossier qui permettent de considérer qu'un journaliste qui n'a fait que son métier ne doit pas se trouver derrière les barreaux. Une confiance partagée par la famille de Christophe Glaise, très discrète pour le moment et qui ne veut pas revivre la déception du premier procès. Ils veulent retrouver leur vie normale, ils veulent pouvoir parler à leur fils tous les jours, l'embrasser, le serrer dans leurs bras. Ils sont pleins d'espoir, ils ont été tellement secoués par la décision de première instance qu'ils sont prudents et prudentes. L'avocat espère que les faits reprochés seront examinés plus sereinement que la fois précédente. Cette nouvelle audience se tiendra dans un contexte d'apaisement des relations franco-algériennes. Boualem Sansal, l'écrivain gracié il y a près de 15 jours, est catégorique. Je suis presque quasiment persuadé qu'il sortira le 3. Ou alors c'est qu'entre-temps, le régime algérien est redevenu fou. Parce qu'on me libère, il a quand même fait preuve d'une certaine intelligence, quoi. L'écrivain franco-algérien l'assure, si Christophe Glaise n'est pas acquitté, il sera le premier
premier à se mobiliser pour le journaliste français. Charles Bouchin. C'est l'information de la nuit. Les discussions entre Washington et Moscou sur la guerre en Ukraine se sont terminées hier soir sans compromis. Les États-Unis parlent de quelques progrès, la Russie de discussions constructives, mais après 5 heures de négociations entre Vladimir Poutine et les émissaires de Donald Trump à Moscou, aucun accord n'a pu être trouvé pour mettre fin à cette guerre en Ukraine. Steve Witkoff et Jared Kushner, les 2 envoyés spéciaux américains, pourraient désormais rencontrer une délégation ukrainienne aujourd'hui à Bruxelles en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN. Vladimir Poutine qui s'est dit hier prêt à faire la guerre si l'Europe attaque. Et ce matin, les Européens renforcent leurs sanctions. Les eurodéputés et les 27 ont trouvé cette nuit un accord pour interdire toutes les importations de gaz russe dans l'Union européenne d'ici l'automne 2027. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Quand la Cour des comptes veut faire les poches des Français, les sages envisagent de taxer une partie de votre livret A. Le gouvernement a dit non, mais l'idée est sur la table. Elle prévoit d'abaisser le plafond du placement préféré des Français. 83% d'entre nous possèdent un livret A à 19 125 € au lieu des 22 950 € actuels. Mesure impossible à mettre en œuvre tant elle serait impopulaire, Aurélien Fleureau. Oui, parce qu'en plus de baisser le plafond du livret A, tout montant qui le dépasserait serait taxé. Du jamais vu, mais que l'on ne devrait pas voir de sitôt, selon Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. L'effet d'une telle mesure de fiscalisation sur l'opinion serait beaucoup plus nuisible pour le gouvernement que le gain potentiel au niveau fiscal, parce que le livret A, c'est sacré, c'est un symbole, pas d'impôts, pas de prélèvements sociaux. Le changement de régime du livret A serait évidemment une rupture violente. Et ce qui est surtout dans le viseur de la Cour des comptes, ce sont les foyers fiscaux les plus aisés qui peuvent cumuler plusieurs livrets d'épargne. Le Conseil des prélèvements obligatoires rappelle également que l'exonération de cette épargne représente un manque à gagner de 5,6 milliards d'euros cette année. Enfin, si jamais cette mesure venait à entrer en vigueur, nul doute que les Français transféreraient une partie de leur épargne vers d'autres placements, à commencer par l'assurance vie qui bat des records de collecte avec 17 milliards d'euros versés par les Français rien qu'en octobre dernier. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Il fait froid, l'hiver est là, avec lui les raclettes fondues et autres tartiflettes. On a du mal à résister à ces recettes réconfortantes que 39 jeunes chefs étoilés ont revisité dans un livre intitulé « La cuisine de montagne ». Tous sont originaires d'Isère, de Savoie, de Haute-Savoie, des experts en fromage donc et en gourmandise qui vont vous aiguiser l'appétit. En entrée, une talmouze au Beaufort. Une talmouze, c'est une tarte. Au Moyen-Âge, elle était triangulaire. Au centre de la pâte feuilletée, une préparation au fromage additionnée de pâte à choux. Talmouser, c'était taper dans le museau, ça va bien avec le Beaufort. On peut enchaîner sur une soupe d'altitude, une soupe de fèves au lard paysan. Puis vient le gigot d'agneau cuit au foin. Le foin, c'est l'odeur de l'alpage. Ça raconte les prairies, confie l'un des 39 jeunes chefs du livre La cuisine de montagne, venu partager des recettes qui prouvent que la jeunesse étoilée, c'est sublimer la tradition gastronomique des alpages. La montagne, c'est comme un grand terrain de jeu. Plantes sauvages, poissons de lac, légumes de saison, raconte par exemple Mélissa Marchal, chef à Vaujany, à 1250 mètres d'altitude face au massif des Grandes Rousses. Elle propose une tartelette de foie de volaille au vermouth, le fameux vin aromatisé. Allez, du sucré pour finir, un bricelet de Savoie. Né au XVIe siècle, la légende dit que cette gaufre fine fut inventée par des moines gourmands qui voulaient attirer plus de fidèles aux offices. Une légende tout à fait crédible. Non mais c'est une torture de faire ça à 8h09 à la fin. Sébastien Bordenave nous fait rêver de gourmandise à ce heure-ci, que voulez-vous, on sera prêt pour ce soir. Ah, la talmouze en tricorne, c'est pas mal, hein, c'est effectivement. Au petit déjeuner. Oui. Ah bah pourquoi pas, un petit mot de sport, histoire de perdre les kilos qu'on vient de prendre rien qu'en écoutant Sébastien Bordenave. Le handball, l'équipe de France féminine rafle tout, elle a remporté sa 3e victoire en autant de matchs du mondial hier soir contre la Pologne, 42-28 à Bois-le-Duc aux Pays-Bas. Et puis un mot de Formule 1, un Français dans l'écurie Red Bull, Isaac Hadjar, 21 ans, nouveau coéquipier du quadruple champion du monde Max Verstappen l'an prochain. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Après 8h30, vos signatures du